France 24, LCP. Public Sénat présente. Bienvenue pour notre débat de la semaine consacré aux dernières nouvelles du front ukrainien. Beaucoup de mouvements dans cette guerre qui concerne les Européens. Les Russes ont perdu 280 km² depuis le début de l'année alors qu'ils progressaient en 2025. Les Ukrainiens sont parvenus à frapper au cœur de Saint-Pétersbourg où se tenait le forum économique des amis du Kremlin. Dos au mur, la Russie fait pleuvoir des drones et même des missiles balistiques sur l'Ukraine. Et sur le front diplomatique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky vient d'adresser à Vladimir Poutine une lettre pour l'inviter à négocier en tête-à-tête dans un pays tiers un plan de paix. Il propose un cessez-le-feu durant ces discussions. Réponse du Kremlin, Zelensky peut venir à tout moment rencontrer Poutine à Moscou. Alors comment les Européens peuvent-ils aider au mieux leurs alliés dans cette nouvelle phase? L'UE et l'Ukraine peuvent-elles forcer Moscou à la paix? Pour en parler, deux invités aujourd'hui. Christophe Gomart, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien commandant des opérations spéciales puis directeur du renseignement militaire en France. Aujourd'hui député européen sous l'étiquette Les Républicains, ce qui correspond au Parti populaire européen dans l'hémicycle de Strasbourg. Et d'ailleurs, nous sommes avec vous depuis Bruxelles aussi en duplex. Daniel Freund, vous êtes au Parlement européen précisément, député allemand du groupe Les Verts. Alors Christophe Gomart, sur le plan militaire d'abord, la situation ukrainienne est-elle réellement meilleure que l'an dernier ou bien est-ce qu'on s'illusionne un peu? Alors, elle est meilleure pour les Ukrainiens, mais il ne faut pas s'illusionner non plus. C'est-à-dire que sur le plan militaire et sur le plan, du front, le front bouge peu, même si les Ukrainiens, en effet, reprennent un peu quelques kilomètres carrés, mais ce qui en soi n'est quand même pas grand-chose. En revanche, ils lancent des drones et des missiles jusqu'au cœur de Saint-Pétersbourg, puisqu'ils ont même détruit une frégate ou une corvette dans le port même de Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire que c'est un fait. Alors c'est un fait de guerre. Est-ce que ça changera le cours de la guerre? Ça, je n'en suis pas certain. Pendant ce temps-là, les Russes profitent de l'absence de défense antiaérienne ukrainienne pour lancer des missiles balistiques hypersoniques qui vont entre 9 000 ou 11 000 km/h. C'est bien la preuve qu'aujourd'hui, on a une stabilisation du front. C'est d'où la démarche d'un Volodymyr Zelensky d'inviter à négocier avec le président Poutine directement. C'est bien la preuve qu'on voit bien qu'on est arrivé à, aucun des deux pays ne gagne, et les deux pays ont l'impression qu'ils vont gagner. Et c'est là où je pense qu'on est dans une impasse finalement. Et la seule sortie, elle est diplomatique aujourd'hui, parce que militairement parlant, personne ne gagne sur le terrain. Ça fait à peu près 4 ans qu'on est dans cette situation quand même où les deux pensent qu'ils vont gagner. Alors Daniel Freund, les Ukrainiens sont parvenus, il n'empêche, à toucher Saint-Pétersbourg avec des drones, ce qui fait désordre pour Poutine qui tient donc son forum économique avec ses alliés. C'est une humiliation pour vous ? Ça montre ce que l'Ukraine peut faire et on voit que ses capacités, surtout d'agir avec les drones, ont fortement augmenté encore ces derniers mois. C'est un bon signe pour l'Ukraine, je dirais. Mais comme mon collègue vient de dire, il y a des centaines de drones russes aussi qui arrivent en Ukraine, des missiles qui arrivent. Et ça fait des morts en Ukraine presque chaque nuit. Donc, je pense qu'on a tous intérêt à ce que cette guerre se termine et surtout que Poutine arrête de bombarder, d'attaquer l'Ukraine tous les jours. Christophe Gomart, parlons de ces missiles balistiques, vous y faisiez référence, très difficile à intercepter pour les Ukrainiens qui demandent l'aide des Américains, notamment ces fameux patriotes qui leur manquent. On a l'impression que l'Ukraine ne fait plus le plein d'armes. Évidemment, les États-Unis ont utilisé beaucoup de munitions dans le conflit en Iran, ça pose problème. Quel belligérant est en position favorable dans la course à l'armement ? C'est difficile de le dire, parce que d'un côté, les Russes, qui étaient soutenus par l'Iran, reçoit beaucoup moins d'armes de l'Iran qui lui-même, pays qui est lui-même en train et obligé de se défendre face, à l'attaque israélo-américaine. Les Ukrainiens eux-mêmes sont en peine puisque, comme vous venez de le souligner, les Américains ne sont plus en mesure de leur livrer des patriotes. Donc on voit bien que finalement les deux sont presque à égalité dans le terme du soutien. Les Européens pourtant donnent de l'argent, beaucoup d'argent.
Mais cet argent est allé plus dans l'industrie de défense américaine qu'elle n'est allé dans l'industrie de défense européenne, puisque 80% de cet argent a acheté de l'équipement en dehors de l'Europe, même si les Européens sont tout à fait en mesure de construire et de fabriquer un certain nombre de missiles antimissiles. C'est le cas des Français avec le missile Mamba, qui est un missile franco-italien. Donc oui, il y a des capacités, mais nos industriels, lorsqu'on leur pose la question, disent « mais moi, j'attends des commandes, donc si vous me payez, moi je fabrique beaucoup plus et je suis capable d'augmenter ma capacité de production ». Alors Marco Di Rubio, Daniel Freund, le secrétaire d'État américain Marco Di Rubio a fait part de ses inquiétudes au sujet d'une potentielle escalade à la suite des frappes de drones à Saint-Pétersbourg, sur la ville de Saint-Pétersbourg. À quel jeu joue l'Amérique de Trump? Est-ce que c'est le même que le nôtre d'ailleurs? Est-ce qu'elle délivre les bons messages et nous les Européens aussi? Les Américains, depuis Trump est revenu au pouvoir, ne jouent pas le même jeu. On a vu tant et encore que Donald Trump semble plutôt être du côté russe et du côté de Vladimir Poutine que de défendre l'Ukraine et l'intérêt des Ukrainiens ou même des Européens. Les Américains ont arrêté toute aide financière. Aussi, l'aide militaire est quand même limitée. Ils ont permis un peu aux Européens d'acheter des armes américaines et donner aux Ukrainiens, mais ils ne livrent plus de leur propre côté du support pour l'Ukraine. Et on a vu aussi dans ces, on ne peut même pas s'appeler des négociations, mais quand Trump a invité Poutine à Alaska, voilà, tout ça, ce n'était pas dans l'intérêt des Ukrainiens et encore moins des Européens. Donc, dans toute cette affaire, les Américains ne sont pas nos alliés proches. Alors parlons des négociations et de la diplomatie, des négociations qui semblent au point mort depuis que les États-Unis regardent vers le Moyen-Orient. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, le reconnaît. Écoutez. Dans les négociations de paix, il ne se passe pas grand-chose pour le moment. Et nous voyons également sur le champ de bataille que la Russie est en position de faiblesse. C'est pourquoi c'est vraiment le lieu pour débattre avec les ministres des Affaires étrangères de nos intérêts fondamentaux, des demandes fondamentales que nous avons également à l'égard de la Russie. Alors, s'il ne se passe pas grand-chose, comme le dit Kaja Kallas, l'Europe peut-elle un peu se considérer comme responsable, puisque quels sont ses efforts diplomatiques et faut-il, par exemple, un négociateur européen ? Mon discours reste un peu le même depuis le début de ce conflit. Je trouve que les Européens mentent aux Ukrainiens en réalité. On leur a donné beaucoup d'argent, mais sans avoir une véritable stratégie. C'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent pour les soutenir, et ça c'est très bien. Mais quelle est la perspective stratégique au-delà de ça? Est-ce qu'on a poussé les feux? Est-ce qu'on a cherché à rentrer en contact avec les Russes? Non pas pour discuter avec eux, mais pour négocier. Est-ce qu'on a cherché à inclure la Chine pour appuyer sur la Russie? Donc je ne sais pas très bien, j'entends ce que dit Kaja Kallas, et de fait, les Européens sont très absents. Et on regarde le match entre un Trump, entre un Poutine, entre un Xi Jinping et un Volodymyr Zelensky, qui est finalement un peu seul. D'ailleurs, on le voit, il fait le tour du monde, il est allé même vendre ses drones aux Émirats arabes unis, au Qatar et puis à l'Arabie saoudite. Donc oui, on est dans une espèce d'impasse diplomatique européenne, ce que je regrette fortement. On est dans un déni parce qu'on pense qu'en donnant simplement de l'argent, on va réussir et les Ukrainiens vont gagner la guerre. Et on est dans un déni aussi parce qu'en fait, on s'endette encore plus, surtout je parle pour la France, qui est largement endettée, mais on continue à donner de l'argent, beaucoup d'argent, puisque la France, sur les 90 milliards, va donner 17 milliards d'euros, sachant qu'on est à 3 500 milliards d'euros de dette. Donc c'est là où je pense que l'Europe doit se concentrer beaucoup plus et faire beaucoup plus d'efforts qu'elle n'en fait, en tous les cas en termes diplomatiques. Alors Daniel Freund, dans un apparent geste d'ouverture et avec un peu de malice, les Moscou a suggéré l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder pour prendre la tête des négociations européennes. On rappelle qu'il a été rémunéré pendant des années par le géant russe Gazprom. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Après, moi, je veux bien qu'il y ait des négociations, mais pour avoir des négociations, il faut aussi une certaine volonté de négocier et de respecter aussi les résultats de cette négociation. Et il y a eu des offertes de notre côté, du côté ukrainien, tant et encore ces dernières années. Et pour le moment, on n'a juste tout simplement pas vu de volonté de la part de Vladimir Poutine de vraiment négocier, de arrêter de faire cette guerre illégale contre l'Ukraine, d'envoyer ces drones et ces missiles chaque jour. Et c'est ça, à la fin, ce qu'il faut.
c'est que lui, il arrête de faire cette guerre illégale. Et sur le reste, après, on négocie, mais il faut que ça soit une négociation ouverte et respectueuse. Et ça, on le voit pas pour le moment. Donc, c'est pas la faute des Européens, c'est pas la faute de ne pas avoir encore choisi le négociateur. C'est que la volonté des Russes de négocier une paix pour l'Ukraine, pour le moment, ne semble pas être là. Du coup, je suis tout à fait favorable qu'on envoie des signaux, qu'on est ouvert, qu'on propose. Mais quand les Russes n'acceptent pas ou disent, voilà, Zelensky, il peut venir à Moscou quand il veut, ça, c'est pas C'était la réponse des Russes. Une négociation franche. Oui, c'était la réponse des Russes à cette offre du président Zelensky, assez courageuse d'ailleurs, de proposer des négociations en tête-à-tête avec Vladimir Poutine dans un pays neutre, Suisse, Turquie ou monde arabe. L'Union européenne et les États-Unis doivent en faire partie, ajoute-t-il. Effectivement, est-ce que ça vous paraît réaliste ? Depuis le début, on sait que Vladimir Poutine ne veut pas d'une rencontre en tête-à-tête avec Zelensky. À chaque fois, il l'a refusé, à chaque fois, il s'est retiré au dernier moment. Donc c'est quelque chose dont il ne veut pas. Néanmoins, au bout de 4 ans et demi de guerre, c'est vrai qu'il serait bien qu'il aille à une table discuter dans un pays tiers. Évidemment, Zelensky n'a pas allé à Moscou, ou alors c'est aller à Canossa, j'allais dire. Donc il n'est pas question de ça. En revanche, là où je rejoins mon collègue Freund, c'est de dire que oui, les Européens ont appuyé les Ukrainiens, mais vous savez, pour amener un Poutine à négocier, comment fait-on ? Les sanctions n'ont rien changé en réalité. Seule la capacité à être craint militairement, c'est dans ça où l'Europe doit se renforcer militairement. C'est pour être craint, car en diplomatie, quand on est craint, on est respecté. Quand on est, sinon, on devient la cible et on devient le pot de miel qu'on vient récupérer, dans lequel on vient se servir. Et c'est en cela où les Européens doivent se renforcer. Et c'est pour ça que je milite, moi, pour avoir un véritable état-major de guerre européen. Je milite pour avoir un Conseil de sécurité européen qui puisse, en effet, décider beaucoup plus vite qu'on ne le fait, parce qu'à 27, c'est toujours très difficile de s'entendre. Et il est nécessaire, en effet, de peser. Or, l'Europe peut peser 450 millions d'habitants, avec un PIB international qui est quand même très lourd au regard de ce qui se passe dans le monde. Donc, l'Europe peut peser. Est-ce qu'elle le veut ? C'est là où je me pose vraiment la question. On a toujours envie de dire combien de divisions, et surtout sont-elles coordonnées entre elles par un commandement européen ? On en est loin pour l'instant. On en est loin parce qu'aujourd'hui, on s'appuie sur l'OTAN, mais on voit bien que les Américains se retirent petit à petit de l'OTAN. Alors, vous parlez de l'OTAN, un autre événement marquant, un drone russe est tombé le 29 mai sur la Roumanie, pays membre de l'UE et de l'OTAN. Son président s'en inquiète. Tous les efforts déployés depuis plusieurs années par l'État roumain et l'Europe sont tout à fait justifiés. On ne peut pas se contenter de dire que nous sommes membres de l'OTAN et que nous n'avons plus besoin d'investir quoi que ce soit. Il faut se préparer à faire face à une menace. Et ce que fait la Roumanie, ce que fait l'Europe, c'est la bonne chose à faire. Voilà, le front Est, Daniel Freund, de plus en plus inquiet, d'ailleurs avec beaucoup plus de discours pro-russes qui marquent des points dans les pays de l'Est. La Roumanie, un pays de l'UE et de l'OTAN, qui apparemment est assez mal protégé contre les drones. Oui, on voit que les drones jouent un rôle de plus en plus important dans ce conflit. Et en Europe, on a manqué ce développement pendant des années. Donc voilà un bon exemple où une forte collaboration européenne pouvait donner des avantages, qu'on investit, on fait la recherche ensemble pour les technologies autour des drones. Et évidemment, il faut une défense commune contre les drones sur le front de l'Est européen. Moi, j'avais visité il y a quelques semaines le AirCom qu'on a ensemble pour la défense aérienne à Ramstein. Et voilà, il y a plus à faire. Il y a plus à faire ensemble en tant qu'Européens plutôt que chaque pays pour lui-même. Ça, c'est vraiment un problème à régler à l'échelle européenne plutôt qu'à l'échelle nationale. Alors Christophe Gomard, ce qui a changé aussi ces dernières semaines en Europe, c'est l'attitude de la Hongrie. Après l'ère Orban, le nouveau Premier ministre Peter Magyar a débloqué le prêt financier de 90 milliards. Il ne bloque plus l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Il accepte de rencontrer Volodymyr Zelensky. C'est une nouvelle page et c'est une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle.
Néanmoins, je ne suis pas certain que les choses changent aussi rapidement que cela, en dépit de ce que dit Peter Mager, qui va dans le bon sens de mon point de vue. Mais, j'allais dire, la Hongrie dépend énormément du gaz russe. Et à ce titre-là, je crains que la Hongrie continue à ne pas donner d'armes, ni à ne pas vouloir trop soutenir l'Ukraine. Alors, ça sera moins fort que Viktor Orban, évidemment. Mais en tous les cas, la Hongrie est très rattachée sur le plan de l'énergie à la Russie. Et c'est en cela où je pense que la liberté d'action de Peter Mager ne sera pas aussi aisée qu'on veut bien le croire dans le reste de l'Europe. Vous êtes d'ailleurs peut-être sur la même ligne concernant l'adhésion pure de l'Ukraine au club européen. Oui, moi je suis pour un partenariat, je ne suis pas pour que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne. Ça veut dire beaucoup pour l'agriculture française en particulier. Ça veut dire beaucoup également pour l'industrie de défense européenne. Vous entendez, Daniel Freund, que Christophe Gomard, une partie du PPE, donc la droite de l'hémicycle, mais aussi la droite et la gauche radicale, sont franchement hostiles à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Votre chancelier, chrétien-démocrate Friedrich Merz, a proposé une formule intermédiaire de membres associés sans voix au chapitre. Est-ce qu'il faut vraiment une perspective d'adhésion claire à l'UE de ce pays, l'Ukraine ? Oui, je pense. Et le Parlement européen et une grande majorité ici sont très, très clairs là-dessus. Les Ukrainiens se battent tous les jours pour avoir les mêmes libertés, les mêmes droits, les mêmes possibilités que nous, on a au sein de l'Union européenne. Ils ont demandé cette adhésion et on leur a dit qu'elle est là. Moi, je suis très, très, très content qu'enfin le veto hongrois va disparaître maintenant et qu'on va enfin pouvoir commencer cette négociation avec l'ouverture du premier chapitre. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et je suis d'accord que la ligne hongroise n'a pas changé de 180 degrés, mais déjà que les vétos disparaissent, que déjà l'aide financière a pu partir et que maintenant les négociations sur l'adhésion peuvent vraiment commencer. Moi, je trouve que c'est des bons signaux et on est tous contents qu'il y a eu ce changement de gouvernement en Hongrois qui nous permet ça. Merci à vous d'avoir été très clair sur ce débat. C'est un véritable débat quand même sur l'Ukraine qui a lieu dans le club européen. Merci à tous et bonne suite de programme sur nos chaînes.